Les buts de guerre de Poutine sont en fait multiples, ne peuvent pas se réduire à la question du Donbass et ne peuvent pas se réduire à une question uniquement territoriale, comme si on était encore dans une guerre impérialiste du 19e siècle en fait. Mais il y a des questions que j'aborde, et donc que j'aborde dans le livre, sur les questions énergétiques, de ressources énergétiques, et également des questions de liens de dépendance que Vladimir Poutine veut continuer à avoir vis-à-vis de l'Ukraine. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur le plateau du Média TV. En France, l'été passe, les forêts brûlent et les polémiques stériles s'accumulent. On oublierait presque qu'à moins de 2000 km de chez nous, les armes tonnent en Ukraine. Il y a 5 mois, la Russie envahissait son voisin ukrainien. Une guerre fait ouvertement rage sur le sol européen. Le bruit des canons n'est plus une affaire lointaine. La guerre s'est désormais installée, toute proche, même si nos grands médias ont fini par détourner leurs caméras. Si l'émotion a été intense au début de ce conflit, peu de gens se sont interrogés sur les causes profondes de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. C'est pourquoi le petit livre que vient de publier Marc Andevel au Seuil est si précieux. Cet ouvrage s'appelle « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien ». Et il est écrit par un journaliste d'investigation qui passe pour un des meilleurs spécialistes d'Emmanuel Macron. Mais Marc Andevel a plusieurs cordes à son arc, puisqu'il analyse avec finesse cet échiquier international où les grandes puissances se rendent coup pour coup. Derrière les discours officiels, quels sont donc les ressorts secrets et les buts inavoués du conflit russo-ukrainien ? Nous en parlons aujourd'hui avec Marc, qui nous dévoile la partie immergée de l'iceberg. Salut Marc. Bonjour. Il y a quelque chose dont tu parles très bien au début de ton livre, c'est une forme de sidération qui a saisi les dirigeants européens au moment où Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine fin février. C'est comme si les dirigeants européens, jusqu'au bout, n'avaient pas cru que Vladimir Poutine était capable d'envahir l'Ukraine. Oui, il faut se remettre dans le contexte du mois de février. Effectivement, la plupart des diplomates européens, des dirigeants européens, ne pensait pas que Vladimir Poutine irait jusqu'à cette extrémité-là. C'était d'ailleurs l'analyse des services de renseignement français en particulier. En réalité, pourquoi ils n'y croient pas ? Parce qu'en fait, ils pensent, et si je résume la situation à la situation française, ils pensent uniquement à la question du Donbass sur le conflit ukrainien à l'époque. D'ailleurs, Emmanuel Macron essaye de faire évoluer la position de Volodymyr Zelensky sur le dossier du Donbass, on en parlera peut-être après, et il n'imagine pas que Vladimir Poutine pourrait déclarer une guerre totale, en tout cas sur l'ensemble du territoire ukrainien. On l'a vu, ce qui a créé cet effet de surprise, c'est quand même l'attaque sur notamment Kiev, l'attaque par la Biélorussie également, ça aussi c'était une surprise. Pour, encore une fois, les dirigeants européens. Alors, on sait bien que le renseignement américain avait largement provoqué des fuites dans la presse mondiale sur une attaque imminente. Mais du côté des dirigeants européens, ils ne pensaient pas que ça serait une attaque aussi importante. En fait, moi, ce que j'explique dans le livre, là, c'est que les buts de guerre de Poutine sont en fait multiples, ne peuvent pas se réduire à la question du Donbass, et ne peuvent pas se réduire à une question uniquement territoriale, comme si on était encore dans une guerre impérialiste du 19e siècle, en fait. Bien évidemment qu'il y a une question de gains territoriaux à travers cette guerre-là, mais il y a des questions que j'aborde, et donc que j'aborde dans le livre, sur les questions énergétiques, de ressources énergétiques, et également des questions de liens de dépendance que Vladimir Poutine veut continuer à avoir vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, c'est des éléments que les Français finalement enfin quand je dis les Français, notamment Emmanuel Macron, la cellule diplomatique de l'Élysée a plutôt mis de côté parce qu'ils ont axé leurs efforts diplomatiques, ils les ont axés sur l'application de ce qu'on appelle les accords de Minsk qui sont intervenus après l'annexion de la Crimée en 2014. Et en fait, ce que je démontre, et point par point, c'est qu'en réalité, c'était pas sur ces points-là que la diplomatie française et Emmanuel Macron auraient dû centrer ses efforts diplomatiques. Avant de revenir au but de guerre de Vladimir Poutine, ce qui est intéressant, c'est quand même Emmanuel Macron a tenté de faire l'intermédiaire, d'éviter ce conflit. Et c'est vrai qu'en 2017, il s'était beaucoup rapproché de Vladimir Poutine. On se souvient qu'il l'avait reçu à Versailles en grande pompe. Qu'est-ce qui finalement n'a pas marché dans cette volonté française d'éviter le conflit ? Déjà, je vais expliquer rapidement, mais j'arrive sur le sujet comment. Effectivement, j'arrive par le sujet, en fait, entre guillemets, directement par Emmanuel Macron, parce que dans le précédent ouvrage que j'ai publié en janvier dernier, L'Emprise, donc qui est
publié juste avant la survenue de la guerre. Le choc entre les grandes puissances, Chine, États-Unis, Russie et les autres, l'Union européenne, Emmanuel Macron, c'était le sujet du livre, c'était le sujet de l'ouvrage, que j'avais déjà enquêté sur la question du gaz, que j'avais déjà enquêté sur la diplomatie Macron, ses résultats, ses effets, ses échecs, et notamment je m'étais penché sur effectivement la tentative d'Emmanuel Macron depuis 2017 de ce qu'il appelait rétablir un dialogue avec Vladimir Poutine. Je notais déjà dans l'emprise les nombreux échecs d'Emmanuel Macron d'un point de vue diplomatique, y compris sur le dossier russe. Mais je suis revenu, on va dire, à la charge comme enquêteur quand la tension est montée en février, puis quand la guerre a été déclarée. Et en fait, à l'époque, je pensais que ça aurait été de toute façon très difficile pour Emmanuel Macron de préserver la paix. Bon, déjà parce que la France n'est plus grand-chose dans le concert des nations, déjà, et d'une, et de deux, parce que les Russes ont, depuis très longtemps en réalité, malgré les efforts d'Emmanuel Macron, si on les présente comme tels, les Russes on peut considérer Emmanuel Macron, ils l'ont considéré pas forcément très sérieusement. D'ailleurs, il y a un verbe qui a été autant utilisé par les Russes que par les Ukrainiens au fur et à mesure des jours, c'est le verbe macroner, c'est-à-dire parler pour ne rien dire, ou en tout cas parler pour pas avoir forcément beaucoup d'effets, beaucoup de résultats. C'est très intéressant que les deux parties au conflit ont le même sentiment vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais je vais plus loin en fait à travers le livre, là, le nouvel ouvrage, c'est qu'en fait je me suis aperçu qu'Emmanuel Macron avait quand même réussi à obtenir des choses de Volodymyr Zelensky, notamment dans la fameuse application des accords de Minsk. Et ça, on le voit très bien dans le... que c'était rapidement les accords de Minsk. Alors, on le voit très bien d'ailleurs dans le documentaire, le reportage de Lagache, de Guy Lagache sur France 2. On voit bien que Macron téléphone même à Poutine en disant, 4 jours avant la guerre, et il dit j'ai obtenu ça de Zelensky sur l'application des accords de Minsk. Alors les accords de Minsk, ils sont intervenus après 2014, l'annexion à Crimée, déstabilisation du Donbass, et notamment il y a tout un tas d'éléments qui sont listés, notamment sur la préservation des minorités russophones du côté du Donbass, et également sur les engagements russes vis-à-vis du Donbass. Bon, en réalité, Ukrainiens comme Russes n'ont jamais réellement appliqué les accords de Minsk, auxquels la France et l'Allemagne sont pourtant associés, et les deux pays sont garants de l'application de ces accords-là. Mais en fait, les enjeux ne se situaient pas forcément à ce niveau-là encore aujourd'hui, en tout cas en février. Et donc Macron obtient des éléments auprès de Zelensky, essaye entre guillemets de convaincre Poutine qu'en gros, il n'y a pas besoin de déclarer la guerre parce qu'il y a des avancées, enfin, entre guillemets, sur les accords de Minsk. Et donc ça, c'est entre guillemets, c'est ce qu'on découvre par l'image dans le reportage de France 2. En fait, c'est les informations que j'avais et qui sont confirmées par le reportage. Et ce que je dis dans ce chapitre-là, c'est que Macron et la diplomatie française avaient les mauvaises cartes en main. Pourquoi ? Parce que l'objet des tensions entre Russes et Ukrainiens, notamment en 2022 et notamment en février 2022, pour les comprendre, il faut revenir dans le passé, et notamment à ce qu'on a appelé le mémorandum de Budapest de 1994, finalement peu rappelé en France, chez les commentateurs, mais qui est essentiel à comprendre pour analyser la situation. Je le fais très rapidement. Le mémorandum de Budapest en 1994, c'était la décision prise par les Ukrainiens de renvoyer 1900 ogives nucléaires qui étaient présents sur le territoire ukrainien, qui étaient hérités de l'Union soviétique, de les renvoyer à Moscou. Les Russes étaient les seuls à disposer des codes d'utilisation de ces armes, mais à l'époque, suite à la chute de l'Union soviétique en 1991, il y avait un vrai problème de préserver ces armes sur le territoire ukrainien. À l'époque, les Ukrainiens, quand ils décident, après négociation bien sûr, de renvoyer ces armes à Moscou, dans les accords les mémorandums de Budapest, le mémorandum de Budapest, il est inscrit l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Et les parties signataires sont les grandes puissances nucléaires mondiales. La Russie, bien évidemment, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Chine également, qui viendra par la suite, ainsi que la France. Et toutes ces grandes puissances nucléaires mondiales, en réalité, se félicitent à l'époque en fait, d'un processus de lutte contre la prolifération nucléaire, parce que c'est la première fois, d'une certaine manière, qu'un État souverain décide d'abandonner des armes nucléaires sur son territoire pour les ramener sur, on va dire, sur le sol russe. Cet élément-là est essentiel à comprendre sur ce qui s'est passé par la suite, parce qu'en fait, dès 2014, avec l'annexion de la Crimée et le Donbass et la crise au Donbass, en fait, chacune des parties, russes comme ukrainiens, ont considéré que les mémorandums de Budapest étaient plus vraiment actifs. C'est-à-dire, Poutine avait bafoué d'une certaine manière en envahissant et en annexant la Crimée l'intégrité territoriale de l'Ukraine déjà à l'époque. Et d'ailleurs, il disait à l'époque, le gouvernement ukrainien n'est pas légitime et donc, en gros, j'ai signé ça avec un autre gouvernement. Donc je ne sais même pas ce que c'est. Il a fait des déclarations dans ce sens-là. Je ne sais même pas ce que c'est le mémorandum de Budapest. Et à l'inverse, les Ukrainiens, petit à petit, ils ont, en fait, développé des regrets, voire un ressentiment, parce qu'ils se sont aperçus que, alors qu'ils avaient abandonné leurs armes nucléaires, les engagements qui étaient malheureusement pour eux non obligatoires, les engagements des grandes puissances nucléaires comme des autres grands pays qui avaient signé le mémorandum de Budapest, n'étaient pas obligatoires. Et donc en 2014, les États-Unis d'ailleurs ne sont pas intervenus, ni même l'Europe, pour protéger l'intégrité territoriale ukrainienne. Ça, c'est important à avoir ce retour historique-là, parce que de 2014 à 2022, et c'est ce que j'expose dans le livre, en fait, le dossier a énormément évolué, notamment du côté ukrainien, qui, sur la question du nucléaire, ont voulu de plus en plus s'autonomiser des Russes, et notamment sur le nucléaire civil. Ça éclaire beaucoup de choses, ça éclaire pourquoi, dès le début de la guerre, les forces russes prennent possession de Tchernobyl et prennent possession de la grande centrale du Sud, qui est en fait au sud de Zaporijjia. Et là aussi, ça fait partie des buts de guerre de Poutine, de prendre le contrôle de ces centrales. Et notamment la centrale qui est toujours en fonction, la plus grande d'Europe, celle de Zaporijjia. Il y a 6 réacteurs. Toujours en fonctionnement en partie, et ça c'était des éléments extrêmement cruciaux dans la logique à l'époque de Poutine en février 2022, et c'est des choses qui n'ont pas du tout été analysées par la diplomatie française, ni vraisemblablement par le renseignement français, alors qu'on est puissance nucléaire, donc on est censé avoir des informations sur la situation du nucléaire civil en l'occurrence en Ukraine. Il y a des sociétés françaises qui ont essayé encore ces dernières années de prendre pied sur le marché du nucléaire en Ukraine. Et ça, c'est des éléments qui n'ont pas du tout été analysés par les Français comme constitutifs d'un contentieux fort entre la Russie et l'Ukraine. Quand il faut se replacer, encore une fois, à ce qui s'est passé en février 2022, quand il y a la fameuse conversation entre Poutine et Macron, donc, qui a été filmée, là, qui a été carrément dévoilée à France 2, il y a Poutine qui dit à Macron, mais tu as entendu Zelensky, bon, il se tutoie, hein, donc tutoyons-les, tu as entendu Zelensky, alors tu as entendu Zelensky, c'était Zelensky qui avait fait des déclarations à la conférence de sécurité de Munich la journée précédente, c'est-à-dire on est le 19 février, on est 5 jours avant la guerre, et Zelensky, en fait, parle du mémorandum de Budapest durant tout son discours. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il rappelle ce que je vous ai raconté là, et c'est-à-dire qu'en gros, les Ukrainiens ont abandonné les armes nucléaires qu'ils considèrent comme étant historiquement leur propriété. Et il dit, nous n'avons pas cette arme, nous n'avons plus cette arme, l'arme atomique, mais nous n'avons pas la sécurité. Et il dit, si ça continue comme ça, je vais organiser une énième conférence sur, entre guillemets, l'application, là pour le coup, du mémorandum du Budapest. Et s'il n'y a pas d'avancée, je considérerais que ce mémorandum est nul et non avenu. À ce moment-là, bien évidemment, la partie russe qui était déjà décidée en fait, à attaquer, mais c'est un élément supplémentaire qui a amené Poutine à déclarer la guerre, et aussi supplémentaire, mais également historique, parce qu'en fait, c'était déjà quelque chose qui était en germe un an auparavant,
quand les forces russes, au printemps 2021, sont déjà autour de l'Ukraine et se positionnent sur la frontière, et également en mer Noire. Et déjà à l'époque, il y avait déjà cette petite musique du côté ukrainien, qui n'a pas du tout été entendue du côté français et du côté européen. Et donc quand... du côté russe, elle a été entendue. Bien évidemment qu'elle a été entendue du côté russe, et même c'est central, y compris dans certaines, entre guillemets, revendications diplomatiques de la part de Poutine, parce que quand il parle de démilitarisation de l'Ukraine, donc on dit la finlandisation, la neutralité de l'Ukraine, en réalité, derrière le terme démilitarisation, Poutine parle également de la question du nucléaire, c'est-à-dire de ne pas se retrouver avec de nouvelles armes nucléaires. Alors moi, je ne dis pas, et parce que de toute façon, jusqu'à la preuve du contraire, et les éléments que j'ai pu recueillir ne démontrent rien dans ce sens. Il n'y a pas eu de programme nucléaire lancé par les Ukrainiens pendant ce temps-là, mais il y a eu effectivement une menace réitérée du côté ukrainien pour éventuellement retrouver des armes nucléaires à terme. Ça, c'est un premier élément. Et surtout, parmi les éléments de contentieux, il y a clairement une volonté d'autonomiser la production nucléaire ukrainienne vis-à-vis de la production russe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, historiquement, les centrales nucléaires ukrainiennes sont en fait de conception soviétique et sont sous la tutelle de Rosatom, du groupe russe du nucléaire. Et depuis une dizaine d'années, et notamment ça s'est accéléré sur Zelensky, sous Zelensky, les Ukrainiens sont de plus en plus tournés vers les Américains pour à la fois apporter du combustible à ces centrales et également pour gérer la maintenance de ces centrales. Et ça fait partie des éléments qui ont fait augmenter la défiance entre les Russes et les Ukrainiens. Et c'est des éléments qui, en février 2022, n'ont pas du tout été analysés. Anecdote importante, lors de la fameuse conversation, donc il y a Poutine qui dit à Macron, regarde, il a dit ça en parlant de Zelensky, il a parlé de nucléaire, il veut des armes nucléaires. Macron ne relève pas la phrase, et à ce moment-là, c'est une conférence téléphonique. On voit Emmanuel Bonne. Donc Emmanuel Bonne, c'est le responsable de la cellule diplomatique à l'Élysée. C'est le premier diplomate, le premier conseiller diplomate de Macron à la cellule diplomatique. Et il s'esclaffe. Ah, mais ça, c'est des bêtises. Mais en réalité, non, c'est pas des bêtises. C'était foncièrement le dossier qui était sur la table en février 2022. Et donc, au-delà même de la difficulté de relationnel entre Poutine et Macron, du fait que les Russes, depuis longtemps, on peut considérer les Français dans leur sérieux, en fait, en fait... de s'y mettre de long. Voilà, le coup de la table et compagnie. Que le fait qu'il ait dévoilé des conversations entre chefs d'État, ça n'a pas dû beaucoup plaire à Vladimir Poutine. Non, ça c'est clair, ça n'a pas pu plaire à Vladimir Poutine, comme ça, à mon avis, ça n'a pas dû plaire à d'autres chefs d'État, y compris nos alliés, même quand ils étaient prévenus. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un élément extrêmement important que je présente dans le livre, c'est que, encore une fois, les Français n'avaient pas les bonnes cartes en main pour régler quoi que ce soit en février 2022. Et donc derrière, il y avait énormément de communication de la part d'Emmanuel Macron, on l'a vu, énormément de postures. Je vais tout régler, c'est l'opération de la dernière chance. Et malheureusement pour les Européens et les Ukrainiens, en fait, ils ne pouvaient pas convaincre Poutine parce qu'en fait, les enjeux n'étaient pas forcément là sur la table. Et par ailleurs, Poutine considérait que sur ce dossier-là, qui est en fait un dossier stratégique, le nucléaire, tant civil que militaire, en réalité, ses principaux interlocuteurs, sauf qu'à l'époque, le canal était déjà rompu, ses principaux interlocuteurs étaient les Américains. Donc on voit bien que là, sur ce dossier-là, les Européens se sont fait imposer le tempo diplomatique de la part des Russes et des Américains, et que finalement, en oubliant cette histoire, en oubliant un peu vite, mais cette histoire-là, ils se sont laissés marginalisés et donc spectateurs. Et on en revient à cette sidération-là. Ils sont restés sidérés parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, réellement quels étaient les ferments anciens de la tension entre la Russie et l'Ukraine. C'est vrai qu'on a trop souvent réduit l'explication du conflit à la question du Donbass, à la question territoriale, à des fois des analyses un peu psychologisantes sur Vladimir Poutine. Oui, en gros, il y a eu 4 grandes analyses. Il y a eu, le Donbass, effectivement, donc associé aux accords de Minsk. Il y a eu les explications psychologisantes. De toute façon, Poutine, il est fou. Donc, il n'y a même pas besoin de chercher pourquoi
Il a fait ça, voilà. Il y a eu la question de l'OTAN. Alors ça, on pourra revenir dessus. Et il y a eu également des explications historiques extrêmement anciennes, là pour le coup, de mésententes historiques et anciennes entre les Ukrainiens et les Russes. Mais là, on remonte à plusieurs siècles en arrière. Mais sur les composantes stratégiques sur le conflit, sur la question du nucléaire, peu d'acteurs, notamment en France, parce que quand on lit la grande presse américaine, c'est des dossiers qui étaient en partie, pas totalement, mais qui étaient en partie dévoilés. Il y a eu des articles dans la presse américaine qui ont parlé de ce regret ukrainien vis-à-vis de l'armement et de l'armement atomique. Il y a eu des articles qui ont parlé du mémorandum de Budapest, et on a beaucoup plus parlé du mémorandum de Budapest aux États-Unis qu'en France. Alors, pour en revenir sur la question des États-Unis, ce que tu révèles dans ton livre, c'est qu'au début de la guerre, malgré le rapprochement qu'il y a eu entre l'Ukraine et les États-Unis sur notamment le dossier du nucléaire civil, c'est qu'au départ, les États-Unis essayent de faire baisser la tension, c'est-à-dire ne s'engagent pas très fermement aux côtés des Ukrainiens au début de la guerre. Alors, ça fait partie... Bon, moi, je suis journaliste, donc je regarde ce que je peux déterminer sur le plan factuel, parce qu'on parle de beaucoup de choses sur le conflit. Alors, j'ai des interlocuteurs qui m'ont dit « Ah, mais c'est un piège américain depuis le début. Il y a l'OTAN derrière. » Enfin, on connaît ces explications-là. Bon, en fait, très factuellement, les choses sont quand même beaucoup plus complexe. Déjà parce que, en fait, comme quand on dit en Russie, il y a différentes sensibilités, même si c'est très centralisé sur Poutine, il y a tout un appareil. Aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Il y a le président, il y a la Maison-Blanche, mais il y a également le Pentagone, il y a le département d'État, il y a les services secrets. Et donc, chacun a un point de vue sur la situation, chacun a un rôle sur la situation qui peut être différencié. Ce que ne comprennent pas les acteurs, et ça c'est vrai, j'en ai parlé à différents responsables militaires, services de renseignement ou autres, diplomates, c'est que quand les Américains font fuiter l'imminence de l'opération, ils n'arrêtent pas de dire, par la bouche de Biden, nous n'interviendrons pas, nous n'enverrons pas de troupes, nous n'interviendrons pas. Côté russe, ça a été presque pris comme une carte blanche pour intervenir. Bon, donc c'est là où il y a des gens qui disent « Ah, mais voilà, c'est la duplicité américaine, il y a eu un piège dans cette opération-là. » Bon, en fait, moi, ce que j'ai montré dans le livre, c'est que les relations entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky sont beaucoup plus complexes qu'on peut le croire. Kolomoïski, par exemple. Alors Kolomoïski, il faut rappeler qui c'est. Kolomoïski, c'est un des grands oligarques ukrainiens qui ont fait Zelensky à la base parce qu'il était propriétaire de la chaîne 1+1 où il y a eu la fameuse série dans laquelle jouait Zelensky, qui était donc comédien, comme on le sait. Et Kolomoïski, effectivement, est le mentor financier et même structurel de Zelensky à la base. Il a accusé de corruption aujourd'hui, sous sanctions américaines. Accusé de corruption, sous sanctions américaines. Il est poursuivi par tous les services de renseignement du monde entier, que ce soit les Russes ou les Américains, et même d'autres, par le FBI notamment. C'est une personne dont on a aussi assez peu parlé, mais qui est extrêmement importante dans le parcours de Zelensky. Il y a d'autres oligarques ukrainiens qui étaient de toute manière aussi derrière, ou qui sont toujours derrière Zelensky. Et effectivement, pour comprendre pourquoi les relations entre Biden et Zelensky sont beaucoup plus complexes qu'on peut croire au premier abord, il faut revenir en fait à la politique américaine intérieure. Il faut revenir en 2019-2020, c'est-à-dire au moment de la pré-campagne de la présidentielle américaine, où en fait Donald Trump appelle, et ça c'est quelque chose qui a été totalement factuellement démontré, y compris par la presse américaine, Donald Trump a appelé à l'époque Zelensky pour lui dire « Est-ce que tu as des éléments contre mon adversaire démocrate Biden ?» Et il pense notamment au fils de Biden, Hunter Biden, qui avait ces dernières années des activités économiques en Ukraine, dans le gaz et dans l'énergie, et qu'il s'est associé à des structures, notamment liées à Kolomoïski, actionnarialement, à des structures qui étaient elles-mêmes accusées de corruption. À l'époque, Zelensky n'a pas donné d'éléments à Trump, mais on voit bien que là, il y a des effets, on va dire, de pression
au sein même des États-Unis, où il y a le jeu de Trump, il y a le jeu de Biden, et tout ça a rendu difficile la position de Biden, de mon point de vue, vis-à-vis du conflit. On l'éclaire assez peu, mais c'est vrai qu'entre février 2022 et mars 2022, Biden a eu un discours quasiment sur la ligne d'Emmanuel Macron, où en gros, il n'est pas question de mettre en place une no-fly zone, de protéger donc, les Ukrainiens. Il ne faut pas leur donner des armes offensives, en tout cas plus importantes, et il ne faut pas investir les États-Unis davantage dans le conflit. En mi-mars 2022, tout le monde a oublié, mais Biden a dit si on donne des armes plus offensives, on va vers la Troisième Guerre mondiale. Donc je ne le souhaite pas, nous non plus. Et qu'est-ce qui se passe après, entre avril et mai 2022? Alors ça, on s'en souvient parce qu'il y a eu une caisse de résonance extrêmement importante en France et dans les médias français. Là, pour le coup, tout d'un coup, la Maison-Blanche a changé totalement de discours en disant il faut aider les Ukrainiens le plus possible. La Maison-Blanche a annoncé multiplication de milliards de dollars. Alors, c'est des crédits bail, donc en fait, ce n'est pas des dons. En réalité, c'est des dettes pour le futur, mais pour les Ukrainiens. Mais là, tout d'un coup, les Américains ont fait une offensive médiatique contre la Russie. Ça a été très loin. Il faut affaiblir la Russie, dit plusieurs responsables américains. Et là... Finalement, les Américains ne se sont pas rendus compte que Zelensky tenait ce qu'ils n'ont pas prévu au départ. Là, c'est pareil, il y a plusieurs scénarios. Les Américains n'avaient pas forcément prévu que Zelensky tienne. D'autres interlocuteurs me disent, mais regardez, en fait, à l'époque, les Américains, derrière leur discours très offensif, ils craignaient au contraire que justement les forces ukrainiennes ne tiennent plus. Et donc, il fallait, entre guillemets, par ce discours offensif, au moins préserver un glacier du côté ukrainien. Mais c'est vrai que là, tu reviens sur un élément important. Dès le 24 février 2022, il y a cet échange qui est rapporté. Alors, c'est un échange qui est rapporté par AP, la grande agence américaine, mais qui est quand même très révélatrice. Il y a la Maison-Blanche qui, à l'époque, officialise la proposition auprès de Zelensky de dire mais vous êtes le bienvenu à notre ambassade et aux États-Unis. En gros, face à l'attaque russe, vous pouvez venir chez nous très rapidement, être exfiltré. Et ça, on connaît ça dans d'autres pays, notamment en Afrique. Voilà. Et donc, les Américains, à l'époque, ne font pas du tout une proposition de résistance à Zelensky. D'ailleurs, Zelensky leur répond « j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin d'armes ». Et donc, en fait, d'où aussi toute la grande campagne médiatique internationale de Zelensky auprès des parlements étrangers, y compris le Congrès américain, mais également en France et dans d'autres pays, pour faire pression et pour réclamer toujours plus d'aide et pour plus en plus d'armes. Parce qu'en fait, dans le fond, les Ukrainiens sont assez seuls, paradoxalement, vis-à-vis de la Russie, malgré tous les discours qu'on entend. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les grandes guerres que je décrypte aussi dans le livre, notamment les guerres énergétiques et stratégiques, entre grandes puissances, entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Europe, se jouent autour du conflit en Ukraine. Mais en fait, pour les Ukrainiens, malheureusement, ils sont plus un instrument de ces tensions-là que l'objet même des décisions qui sont prises par ces grandes puissances, en fait. Donc là, venons au cœur du sujet. Et alors là aussi, pourquoi je suis arrivé sur cette question du nucléaire dont personne ne parle en dehors de attention, les Russes pourraient envoyer des missiles sur les centrales, sur un certain nombre de centrales, et donc il y a toute la peur qui est mobilisée sur un éventuel accident nucléaire, qui est une menace sérieuse, mais qui n'est pas non plus, qui n'est pas la seule, et le discours est uniquement centré sur cette question-là de la peur. En fait, comment moi j'arrive sur la question du nucléaire? Parce que justement, dans mes précédentes enquêtes, et notamment dans le précédent livre, j'avais déjà travaillé sur la question donc, à la fois du nucléaire français, mais de ses liens notamment avec la Chine et historiquement les États-Unis. Et donc j'avais, d'une certaine manière, déjà à l'époque, posé la question des liens
sur le nucléaire civil entre grandes puissances, et est-ce que la France allait pouvoir continuer à faire du nucléaire toute seule, ou si elle devait s'allier avec une grande puissance. Et dans ce contexte-là, c'est comme ça que j'arrive sur le dossier du nucléaire ukrainien, parce que depuis une dizaine d'années, sur le nucléaire civil, les Ukrainiens ont cherché à s'autonomiser du grand frère russe, et notamment sur la question du combustible, qui est une question clé, parce qu'en fait, le combustible qui était utilisé dans les centrales ukrainiennes était produit par les Russes. L'uranium venait du Kazakhstan, tout à fait, était enrichi et assemblé par les Russes et par les différentes sociétés nucléaires russes, chapeautées par Rosatom. Et donc ça faisait 20-30 ans que, en réalité, ce qu'on appelle le cycle du combustible du nucléaire civil ukrainien était assuré par la Russie. Le cycle du combustible, mais également la maintenance des centrales, le changement des pièces détachées, la question du maintien de la sûreté dans les centrales, également réalisée par les Russes, et y compris les questions de prolifération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. L'AIEA considérait ces dernières années que c'était la Russie, grande puissance nucléaire, la Russie membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui avait d'une certaine manière la responsabilité en Ukraine, comme sur l'ensemble des anciennes centrales issues du bloc soviétique présentes dans d'autres pays européens d'ailleurs. C'était la Russie qui avait d'une certaine manière la responsabilité directe d'assurer la sûreté et la maintenance de ces centrales, mais également des questions de prolifération. Donc ça, c'est des éléments qui sont sur la table et extrêmement sensibles. Et il y a une dizaine d'années, justement, et notamment suite à 2014, mais ça avait commencé en fait un peu avant, les Ukrainiens, en cherchant à s'autonomiser de la Russie, s'est tourné vers les Américains. Et ils se sont tournés vers les Américains, et donc près de la moitié aujourd'hui, quand survient la guerre, en février, il y avait presque la moitié du combustible de toutes les centrales ukrainiennes qui était en fait fournie par une société américaine qui s'appelle Westinghouse, et fournie par les Américains. Ça, c'est ce que les Ukrainiens, entre guillemets, ont réussi à faire ces dernières années auprès des Américains. Mais ça, c'est des éléments qui se sont accélérés sous Zelensky parce qu'il n'a cessé de demander de l'aide aux Américains, et les Américains également leur ont envoyé, là, pour le coup, la balle, et on les ont aidés, et très fortement. Et donc, l'été 2021, il y a eu des accords qui ont été signés entre l'Ukraine et les États-Unis pour fournir de nouvelles centrales nucléaires américaines, de conception américaine. Il y a également eu un engagement financier sur une éventuelle usine de fabrication de combustible sur le sol ukrainien. Ce qui fait que les Russes, bien évidemment, ont vu ça, extrêmement mécontents, parce que Russes comme Américains, depuis en fait 2 ans, sont entrés de plus en plus dans une compétition internationale sur le nucléaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers l'enquête, c'est que, on va dire, depuis 20 ans, trentaine d'années, les 2 grandes puissances nucléaires civiles restaient les Russes et les Chinois. Parce qu'en Chine, la Chine construit beaucoup de réacteurs nucléaires en Chine, et les Russes, en fait, sont devenus le premier exportateur de réacteurs nucléaires au monde. Et en fait, à bas bruit, les Américains, à partir de 2020, avec Trump d'ailleurs, ont décidé de mettre un coup d'arrêt à cette perspective-là, en disant il faut que les États-Unis reviennent dans le nucléaire civil, notamment pour ses considérations géopolitiques. Et l'Ukraine a été un des théâtres d'affrontements économiques, mais également stratégiques, de cette nouvelle guerre du nucléaire civil. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre, finalement, ce conflit russo-ukrainien, c'est pas seulement un conflit territorial, mais un conflit pour l'énergie, le nucléaire dont on parle peu, le gaz dont on parle un peu plus? Oui, ça je le dis souvent, c'est pas uniquement un conflit donc territorial lié à la question du Donbass, mais lié à la question énergétique et derrière le nucléaire à la question stratégique, parce que le nucléaire est potentiellement une technologie duale civile et potentiellement militaire. Et donc, derrière le conflit, bien évidemment, il y a une tension très forte sur la question de l'énergie, parce que ça soit russe ou américain, les deux grandes puissances ont fait ces dernières années de l'énergie une arme proprement dite, c'est-à-dire une arme de chantage, notamment Poutine vis-à-vis des Européens. Mais même les Américains ont décidé d'utiliser l'énergie comme arme de puissance
arme impérialiste. Ça l'a toujours été d'une certaine manière. Sauf que ce que les gens ont mal analysé, c'est que les Américains, notamment avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste, et l'exportation du gaz par gaz naturel liquéfié, depuis 2014-2015, les États-Unis sont devenus exportateurs de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Et ça a totalement bouleversé les relations internationales, parce qu'on a encore l'impression que les Américains sont extrêmement liés au Moyen-Orient à cause de la question du pétrole. Récemment, donc, Biden s'est déplacé en Arabie Saoudite. Les commentateurs ont expliqué qu'il a essayé d'avoir plus de pétrole de Mohammed Ben Salman et compagnie. Bon, là aussi, le dossier est plus complexe parce que les Américains n'ont pas particulièrement intérêt à faire... Ils ont intérêt à faire baisser, bien sûr, le cours du pétrole et le cours du gaz au niveau international, mais pas totalement à la baisser trop non plus, parce qu'en fait, pour vendre leur gaz et leur pétrole de schiste, ils ont besoin que le baril soit à un niveau encore suffisamment assez élevé pour que le pétrole et gaz de schiste soient rentables du point de vue américain. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'éclaire dans le livre, c'est comment les Américains et les Russes se sont affrontés sur le terrain du gaz, mais le terrain également du nucléaire, et notamment très récemment, et que ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été pris en compte, ou très peu, par les Européens. Et d'ailleurs, on le voit encore ces dernières semaines. Ils n'ont pas compris que les Américains, comme les Russes, avaient intégré l'arme énergétique dans leur doctrine de défense. C'est-à-dire, aux États-Unis, l'énergie devient une priorité du Pentagone. Depuis ces dernières années, une priorité de l'état-major américain. Ce n'est que très récemment que les Français ont considéré ces éléments-là. La direction de l'énergie à Bercy, il y a encore 1 ou 2 ans, ne comprenait pas que les composantes géopolitiques devaient être intégrées à la question de l'énergie en France. Donc on s'est laissé, Européens, dépendants de toutes ces sources d'énergie, sans réflexion globale. Les Européens sont partis totalement divisés sur la question notamment du gaz, notamment la question du gazoduc Nord Stream 2, mais le 1 aussi déjà d'une certaine manière, sur le choix plutôt du gaz côté allemand versus les Français, soi-disant le choix du nucléaire. Et dans tout ce qu'on... un gazoduc qui doit partir de la Russie et qui doit contourner l'Ukraine et fournir le gaz en Europe sans passer par l'Ukraine. Tout à fait. Nord Stream 2 contournant l'Ukraine, effectivement par la mer Baltique. C'était un point, justement, pour revenir aux relations difficiles précédentes entre les Américains, en tout cas entre Biden, la Maison-Blanche, et Zelensky. C'est un des points intrigants de ce qui s'est passé en 2021. En 2021, on est en juin 2021, et les Américains, quand il y a le sommet à Genève entre Biden et Poutine, trouvent un accord avec les Allemands sur Nord Stream 2 et avec les Russes pour que finalement le gazoduc s'ouvre. Et cet accord a provoqué la fureur des Ukrainiens et de Zelensky, qui ont considéré qu'ils étaient désormais, ils pouvaient potentiellement contourner sur le champ gazier directement par l'Allemagne. Et ça a été très très mal perçu en Ukraine. D'ailleurs, Zelensky l'a dit à plusieurs reprises. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est exactement ce qui s'est passé entre l'été 2021 et la survenue de la guerre, notamment du côté russe aussi. Parce que du côté russe, Poutine a moins garanti les livraisons de gaz. C'est ce que j'ai découvert et je le raconte longuement dans le livre. Et c'est à partir de l'été 2021 que les prix du gaz ont augmenté sur le marché. Et encore une fois, les Européens, sur ce dossier du gaz comme sur le dossier du nucléaire, sont, partis divisés, n'ont pas considéré l'énergie comme quelque chose de stratégique à prendre en compte d'une manière stratégique et géopolitique. Et donc, ça explique beaucoup de choses de l'état de sidération des Européens, de leur incapacité, parce qu'en fait, à réagir aux événements, à anticiper les événements et en fait à prendre des décisions toujours à courte vue, en prenant donc des sanctions vis-à-vis de Moscou alors que d'autres sources d'approvisionnement n'étaient pas encore assurées, alors même qu'en fait ce théâtre-là, cette guerre-là de l'énergie, toutes les grandes puissances, Chine, États-Unis et même Russie sur le point de vue énergétique, les avaient largement anticipées en fait. Et les Européens, en fait, sur ces questions-là, se sont laissés dépasser totalement par les événements.
Ce que tu expliques aussi dans ce livre-là, dans La guerre cachée, mais aussi dans ton précédent livre, L'Emprise, c'est qu'il y a une sorte de nouvelle guerre froide qui n'oppose pas les États-Unis et la Russie, mais les États-Unis et la Chine. Alors, est-ce que le conflit russo-ukrainien n'a pas encore polarisé en fait, cet affrontement ? Alors, effectivement, moi, sur le précédent livre, je m'étais intéressé à cette nouvelle guerre froide économique entre la Chine et les États-Unis et la place de la France dans cette nouvelle guerre froide économique entre la Chine et les États-Unis. Alors économique et stratégique, bien évidemment, et même de système d'une certaine manière. Mais enfin, le capitalisme existe également en Chine. C'est pour ça que je parle de nouvelle guerre froide économique. Mais au niveau de cela et au niveau de l'Ukraine, c'est très important à comprendre, parce que là aussi, les commentateurs plaquent parfois les images de guerre froide historique comme un retour de la nouvelle guerre froide historique entre un Occident contre la Russie. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'ennemi structurel et systémique des Américains aujourd'hui, ce n'est pas les Russes, c'est la Chine. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Ça explique d'ailleurs aussi peut-être les atermoiements ou les atermoiements de Biden. Parce qu'en réalité, à la base, même si les Américains ont un intérêt à découpler l'économie européenne de l'économie russe d'un point de vue énergétique, ils ont un intérêt à ce que les Européens les suivent dans leur stratégie d'endiguement de la Chine. Les États européens ne sont pas forcément d'accord avec ça, notamment à la base l'Allemagne. Donc oui, il y a une volonté américaine on va dire, de vassalisation totale de l'Europe vis-à-vis, mais pas de la Russie en réalité, vis-à-vis de la Chine. Là où ça devient compliqué, c'est que Chine et Russie, il y a eu rapprochement avec le conflit. Notamment, on a vu que les Russes exportaient maintenant davantage de gaz et de pétrole vis-à-vis de la Chine ou également de l'Inde. Donc il y a une sorte on va dire, de rapprochement des grandes puissances sur l'axe eurasiatique, ce qui n'était pas à la base l'objectif du tout des Américains. Mais les relations entre la Chine et la Russie, là aussi, sont plus complexes, on veut bien le dire. Ce n'est pas une alliance indéfectible. La grande puissance reste la Chine. Et les Russes, en fait, n'ont pas forcément envie de devenir les vassaux des Chinois. Et c'était la raison pour laquelle je terminais à l'époque l'Emprise avec le constat suivant, c'est que comme la guerre froide, elle est localisée aujourd'hui en Asie, entre la Chine et les États-Unis, que le théâtre de la guerre froide, c'était le Pacifique, de cette nouvelle guerre froide, et bien que l'Europe pouvait devenir le théâtre de nouveaux champs de bataille et de guerres chaudes. Et je terminais le livre sur ça, c'est-à-dire un mois avant la survenue du conflit en Ukraine. Je le disais, comme d'habitude, toujours trop prudemment peut-être, mais dans plusieurs paragraphes, je disais, enfin, ma conclusion s'appelait la périphérie, l'Europe à la périphérie de l'Europe, l'Europe à la périphérie du monde, c'est ça le titre de la conclusion. Et qu'est-ce que je disais à travers cet élément-là, l'Europe à la périphérie du monde? Je disais que sous la guerre froide historique, il ne fallait jamais oublier qu'il y avait bien des guerres chaudes, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, si on pense au coup d'État, et qu'il y avait bien des guerres chaudes qui étaient à la périphérie. On les appelait d'ailleurs les conflits périphériques. Et qu'est-ce que je disais en conclusion de mon précédent ouvrage? C'est que, vu le contexte international, d'augmentation des tensions internationales, liées également au réchauffement de la planète et également des règlements climatiques, parce que ça c'est crucial et c'est peu rappelé, et bien derrière cette augmentation des antagonismes internationaux entre grandes puissances, l'Europe pouvait revenir un champ de bataille. Alors je ne pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, et puis moi je ne suis pas prospectiviste, donc je disais simplement ça d'une manière assez prudente, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des éléments, pour revenir au début de la discussion, qui expliquent l'état de sidération des élites européennes, parce que en fait les élites européennes, françaises ou autres, considèrent toujours l'Europe au centre du monde et ne comprennent pas en fait qu'on n'est plus exactement du temps de la guerre froide historique qui était en Europe et où les tensions et l'équilibre des forces étaient en Europe. Aujourd'hui, on l'a bien vu, ce n'était plus le cas, en tout cas en février 2022. C'est aussi pourquoi Poutine a attaqué aussi de manière aussi importante l'Ukraine. Un des casus belli qui est souvent évoqué, et tu en as parlé rapidement au début, c'est souvent fantasmé d'ailleurs, c'est la question de l'OTAN. Est-ce que ça joue vraiment un rôle dans ce qui se passe actuellement en Ukraine ?
Oui, alors il y a eu les grandes explications, les engagements de ne pas élargir l'OTAN à l'Est. Là, il y a eu tout un grand débat en France sur la question de l'OTAN, à gauche, à droite, un peu partout. Tout le monde s'est focalisé sur l'OTAN. Bon, moi, ce que je me démontre à travers mon livre, c'est que derrière la question de l'OTAN, c'était la question stratégique et nucléaire qui était importante. Dans les négociations entre Ukrainiens et Américains, ce qui intéresse les Ukrainiens, c'est le parapluie nucléaire américain, en fait. Et les Américains, et notamment Biden, mais les Américains, mais également les Européens, il ne faut jamais oublier la France et l'Allemagne, partie prenante du dossier comme puissance otanienne, ont à plusieurs reprises refusé l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, parce qu'ils savaient très bien que c'était une ligne rouge. Alors, en pratique, les forces ukrainiennes sont de plus en plus en interopérabilité avec les forces de l'OTAN, ça on le sait. Ces dernières années, les Américains, les Anglais ont fourni des armes et ont formé les troupes ukrainiennes, ça on le sait aussi aujourd'hui. Il y a eu l'action des services de renseignement occidentaux, en tout cas américains et britanniques, sur le sol ukrainien. Tout ça, bien évidemment, ça a joué, sauf que du côté des relations complexes qu'on décrivait tout à l'heure entre la Maison-Blanche d'un côté et Zelensky, très clairement, notamment l'année dernière en 2021, Biden, quand il est arrivé au pouvoir, a dit à plusieurs reprises à Zelensky qu'il n'était pas question de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et ça explique potentiellement le fait que du côté ukrainien, le discours du regret d'avoir abandonné les armes atomiques en 1994 est monté de plus en plus. C'est-à-dire que, comme ils ont pris acte de la décision américaine totalement d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, ils ont fait monter la pression, y compris vis-à-vis des Américains, sur le mode, puisque c'est comme ça, on considère, on va considérer, parce que c'était plutôt dans ces termes-là qu'il s'était dit, on va considérer que le mémorandum de Budapest dont je parlais tout à l'heure est nul et non avenu. Et donc nos engagements sur la question du nucléaire militaire n'étaient plus assurés. D'ailleurs, fin mars 2022, quand il y a eu une tentative de négociation assez importante entre les Russes et les Ukrainiens, et ça c'était avant que les Américains sortent les grands tambours en disant, et également qu'il y ait eu les accusations de crimes de guerre importants des forces russes en Ukraine, juste avant cet épisode-là, il y a des tentatives de négociation entre les Russes et les Ukrainiens. Et Volodymyr Zelensky, là pour le coup, pour la première fois, mais il dit « Je suis prêt, nous sommes prêts à graver dans le marbre le fait que l'Ukraine soit un État non nucléaire. Mais nous souhaitons, de la part des grandes puissances, des engagements obligatoires pour assurer la sécurité du pays. » Et en tout cas, ça, c'est ce qu'il proposait fin mars 2022. Après, on sait ce qui s'est passé au niveau des événements et le terrain diplomatique a été, en tout cas, mis de côté par rapport au terrain purement militaire. Et il rappelait, fin mars 2022 d'ailleurs, c'est la BBC seulement qui l'a rappelé, il disait, c'est le pourquoi, d'ailleurs, Vladimir Poutine, je crois, a déclaré la guerre, le dossier nucléaire. Il le rappelle comme ça en quelques phrases. Mais ça, c'est un élément, donc on le voit, extrêmement important du dossier. Ça explique aussi, encore une fois, la complexité des relations entre Ukraine et États-Unis, qui sont en fait, la complexité est plus importante qu'on pourrait le penser au premier abord. Sur le débat on a laissé nos armes nucléaires il y a 30 ans, disent les Ukrainiens, et nous n'avons pas la sécurité, il faut savoir que le débat continue aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a, par exemple, l'ancien ministre de la Défense et ancien ministre des Affaires étrangères polonais, de centre droit, qui est plus aux manettes, mais qui est important, qui s'appelle Sirowski, qui a dit qu'il serait nécessaire d'envoyer des ogives nucléaires aujourd'hui sur le territoire ukrainien pour protéger l'Ukraine. Cet ancien ministre polonais dit qu'il faut donner ces armes nucléaires à l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a eu ces dernières années un dérèglement total de la question du nucléaire militaire en Europe.
Est-ce qu'il y a une chance à terme d'avoir de nouveau des armes nucléaires en possession de l'Ukraine ? À mon avis, non, vu que là, il y a le conflit ouvert et armé. Mais on voit bien que, en tout cas, un point important, c'est que l'équilibre des forces n'est plus assuré du point de vue au niveau européen. Que Trump, parce que là aussi c'est pareil, on a peu parlé de l'action de Trump vis-à-vis du nucléaire. Il est sorti de plusieurs traités internationaux régissant le nucléaire, bien sûr l'Iran, mais également d'autres traités internationaux. Donc en fait, il y a eu un affaiblissement ces dernières années à la fois des questions de lutte contre la prolifération nucléaire et un affaiblissement de ce qu'on appelle la dissuasion. Aussi parce que, et ça a été une action de Trump, il est sorti de plusieurs traités comme je l'ai dit, il a acté le fait que les forces américaines pouvaient aujourd'hui disposer d'armes tactiques nucléaires de faible puissance, ce que faisaient et font également les Russes. Donc des armes dites tactiques de faible puissance, c'est quand même des bombes qui sont, on va dire, équivalentes ou inférieures à Hiroshima, mais c'est quand même des armes nucléaires qui font des gros dégâts. Donc certes, c'est pas les armes les plus puissantes, mais qui font des gros dégâts. Et donc il y a toute une doctrine militaire à bas bruit, que ça soit du côté russe ou du côté américain, qui avance comme ça et qui explique que on peut utiliser de nouveau des armes nucléaires sur le champ de bataille. Ça, c'est un retour en arrière considérable qui revient aux années 50, à la doctrine militaire américaine, notamment pendant la guerre en Corée, parce que les généraux américains à l'époque auraient voulu utiliser des armes atomiques contre la Corée du Nord, ce qu'ils heureusement n'ont pas fait grâce aux présidents américains successifs qui ont refusé l'utilisation des armes atomiques, mais il y avait ce débat-là à l'époque. Et donc il y a une sorte de retour en arrière avec l'arrivée de la miniaturisation des armes atomiques, c'est-à-dire avec les avancées technologiques également. Il y a un retour en arrière qui est beaucoup plus sensible et dangereux qu'on pourrait croire, parce que tant du côté de la prolifération que de la côté de la dissuasion, il y a eu un affaiblissement de ces éléments-là ces dernières années. D'ailleurs, Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, il avait ces éléments en tête quand Poutine a annexé la Crimée et qu'il y a eu la crise au Donbass. Et il a dit justement que ça allait avoir des implications profondes sur l'intégrité du régime international de lutte contre la prolifération et également que ça allait avoir des conséquences sur la question de la dissuasion. Ça a eu des éléments et des effets extrêmement perceptibles ces derniers mois. Et là on l'a appris il y a quelques jours par le Canard enchaîné, les Américains auraient décidé de mettre en place des armes nucléaires tactiques sur les bases américaines de l'OTAN en Europe, considérant que les Russes, de leur côté, avaient mis également des armes nucléaires tactiques de leur côté. Et en février 2022, ça c'est quelque chose qui est passé quasiment inaperçu, mais qui est extrêmement important, la Biélorussie, alliée de Poutine, a changé sa constitution et d'un État non nucléaire d'un point de vue militaire est devenu un État nucléaire. Signataire du mémorandum de Budapest. Alors la Biélorussie était effectivement signataire, en annexe, il y a eu effectivement à l'époque du mémorandum de Budapest, la Biélorussie comme l'Ukraine et le Kazakhstan, anciennes républiques soviétiques qui s'engageaient justement à démilitariser, à renvoyer les armes s'ils avaient à disposition des armes en Russie et également de lutter contre la prolifération parce qu'à ce moment-là, les trois États sont signataires du traité de non-prolifération, le fameux TNP, qui est la pierre angulaire de la prolifération, de la lutte contre la prolifération. Ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a bien un affaiblissement de la lutte contre la prolifération, il y a eu un affaiblissement également de la question de la dissuasion. Donc, quand on dit, pour le coup, mais Poutine n'est pas aussi fou qu'on pense, il ne pourra jamais utiliser l'arme atomique, bon, en fait, très concrètement, le problème n'est pas Poutine ou pas Poutine, le problème est qu'il y a globalement, dans le rapport de force des nucléaires, un affaiblissement de la question de la dissuasion. À tel point d'ailleurs, en 2020, Macron, lui-même, à l'école de guerre, fait un discours et dit « Nous sommes contre l'emploi des armes tactiques nucléaires parce que ça pourrait créer un élément d'escalade qui irait jusqu'à la guerre atomique intégrale et généralisée. » Bien évidemment, ça, c'est des éléments à prendre en compte.
En fait, d'un point de vue plus franco-français, ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est que tu montres qu'il y a des intérêts russes qui sont présents, y compris dans nos dossiers les plus stratégiques, et notamment dans la question du rachat par EDF des anciennes turbines d'Alstom, qui a fait beaucoup parler d'elles en 2014-2015, au moment où elles étaient passées sous le contrôle de General Electric. Oui, en fait, depuis des années, et notamment depuis la chute de l'Union soviétique, entre autres, mais c'est plus ancien, si on revient à l'Euratom, qui est une organisation européenne de collaboration sur le nucléaire civil, en fait, le nucléaire civil était mondialisé, avec des coopérations fortes entre États nucléaires, entre industries nucléaires. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'industrie nucléaire française était extrêmement liée à l'industrie nucléaire russe. Un élément très concret, aujourd'hui, quand Rosatom vend une centrale nucléaire, un réacteur nucléaire à l'international, ça apporte près de 1 milliard d'euros d'argent à l'écosystème nucléaire français, avec tous les sous-traitants, mais également avec les grosses boîtes qui sont engagées dans le marché du nucléaire en France. C'est-à-dire, chaque fois que Rosatom, encore une fois, vend un réacteur à l'étranger, c'est 1 milliard d'euros pour la France. Par ailleurs, quelques semaines avant le conflit en Ukraine, en novembre-décembre 2021 de mémoire, le patron de Rosatom signe un accord extrêmement important avec EDF de développement des relations entre le groupe public français et Rosatom. Et puis, et c'est ça toute la dinguerie, on va dire, de l'époque, en février 2022, quand Emmanuel Macron fait de la grande communication à 10 jours à peu près du conflit en Ukraine, en se déplaçant à Belfort et en expliquant que l'État français, via EDF, enfin en tout cas EDF, s'est engagé à racheter les fameuses turbines Arabelle, dont on a beaucoup parlé à travers l'affaire Alstom, turbines Arabelle, donc qui équipent les îlots conventionnels des centrales nucléaires et qui ont été rachetés par les Américains de General Electric en 2014, eh bien, quand Macron annonce et puis se félicite à Belfort devant les ouvriers d'Alstom que EDF va racheter les turbines Arabelle, il omet de dire un élément extrêmement important, c'est qu'en fait, il y avait déjà des discussions entre Rosatom et EDF pour que la future filiale de ces turbines-là, que les Russes investissent dans la filiale. Et 2, surtout, la moitié du plan de charge, notamment de l'usine de Belfort, mais des activités de cette filiale-là de turbines îlots conventionnelles, étaient en fait auprès du client russe Rosatom. Donc en fait, l'activité industrielle d'une activité aussi stratégique que les turbines, Arabelle et turbines tout court, produites ex-Alstom, produites par les Français, une bonne partie des débouchés sont en fait russes. Et ça provoque d'ailleurs une gêne assez considérable à la tête de l'État. Les discussions avec Rosatom au niveau de l'investissement ont été interrompues. Mais il y a d'autres éléments là qui concernent les États-Unis. Les États-Unis avaient tellement abandonné, entre guillemets, la filière nucléaire civile traditionnelle, même s'ils ils ont encore 50 réacteurs en fonctionnement, une cinquantaine aux États-Unis. Par exemple, ces dernières années, 14% à 20% de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires américaines était fourni par les Russes. Et donc, on voit bien aujourd'hui les implications extrêmement importantes et profondes que ça pose, mais on voit bien aussi les hypocrisies multiples du côté dit occidental, des postures de dire on va dire, entre guillemets, se rendre totalement indépendant des Russes, on va multiplier les sanctions. Un dossier sur lequel il n'y a aucune sanction, c'est le dossier du nucléaire. Or, il est extrêmement crucial et stratégique, comme on l'a dit sur le dossier ukrainien. Alors sans jouer les Cassandres ou les prospectivistes, puisque je sais que tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu prévois pour en fait, ce conflit qu'on pensait extrêmement court au départ? Certains disaient que l'armée ukrainienne allait s'effondrer, et puis là, le conflit s'enlise depuis 5 mois. Comment ça va se terminer, tout ça? Ça, j'en sais rien. On n'est toujours pas à l'abri d'un dérapage, parce que d'un dérapage au niveau de l'implication des grandes puissances, parce que s'il y a des attaques multiples... Comment le dossier énergétique peut peser justement sur l'issue de la guerre? Alors, le dossier énergétique,
peut peser sur, on va dire, les décisions du côté de l'Union européenne et du côté des Européens. Parce que, en fait, sur le dossier du gaz, par exemple, les deux grands pays qui sont le plus impactés sur le dossier du gaz, en fait, c'est l'Allemagne et l'Italie. Parce qu'en fait, c'est les deux dernières puissances industrielles de l'Europe et qui ont besoin de gaz. Toute l'industrie chimique allemande a besoin de ce gaz. Et en plus, elle est aussi impactée parce qu'il y a une partie des produits chimiques qui étaient produits en Ukraine. Ça peut avoir des implications, y compris sur l'économie française, notamment l'agriculture. Le fait que l'agriculture l'agriculture intensive française a besoin d'azote produit en Ukraine en partie, et à partir du gaz. Et donc, en Allemagne et en Italie, si je résume et caricature, le parti, on va dire, de la fin de la guerre immédiat et voire de la reddition des Ukrainiens ou parti de la paix, c'est notamment les forces économiques. Le patronat allemand est vent debout contre les sanctions vis-à-vis de Poutine. Pareil pour le patronat italien. Et donc, à un moment donné, toutes ces forces économiques ne le disent pas publiquement, mais en réalité, dans les coulisses, montent en pression de plus en plus sur les gouvernants pour arrêter, entre guillemets, les frais du soutien aux Ukrainiens. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi les Allemands, les Italiens, moindre mesure les Français, mais ont toujours été dans une posture aussi plus intermédiaire et moins offensive vis-à-vis du conflit en Ukraine. Parce qu'il y a également cet élément économique-là qu'ils prennent en compte. Ce qui est intéressant, c'est que parmi le champ, on va dire, des gens qu'on appelle à la diplomatie pour régler le dossier, et en réalité ce qui signifierait côté ukrainien l'abandon d'éléments, de zones territoriales importantes, il y a un élément de timing extrêmement important, c'est la question des élections américaines de mi-mandat, mid-term, parce que en fait, ce qu'on évoquait au début de l'interview sur le conflit entre Biden et Trump continue aux États-Unis. Et donc, il y a plusieurs voies différentes donc je pense notamment à Kissinger, l'ancien au diplomate américain, mais pour le coup à Soros, à Davos, on avait sur des positions extrêmement différentes sur le conflit. On ce calendrier en tête des élections intermédiaires aux États-Unis de mi-mandat. Et donc il pourrait y avoir, après cet été, peut-être une accélération d'un point de vue diplomatique, parce qu'en fait, la fenêtre de tir de la diplomatie américaine et européenne se réduit au fur et à mesure qu'on avance vers ces élections de mi-mandat, parce que beaucoup de responsables européens comme aux États-Unis craignent une défaite de Biden en réalité. Et la France, dans tout ça, semble complètement mise au banc, à la marge, comme une sorte de déclassement de la diplomatie française qui se montre incapable de s'imposer comme un acteur de premier plan dans cette crise. Il y avait une question de moyens de la diplomatie française, d'être dans une ambition, d'être au-delà de ses moyens, enfin une discordance entre ses ambitions et ses moyens. Mais on le voit au début de la guerre et juste avant, une mauvaise analyse de la situation, donc qui a abouti à une marginalisation encore plus importante de la diplomatie française. Le comportement personnel d'Emmanuel Macron, qui est erratique, qui dévoile des conversations diplomatiques médiatiquement, qui continue son jeu derrière le terme macronais quand même, il faut le savoir, du côté russe, tant du côté ukrainien. Il y a une dénonciation de la posture personnelle d'Emmanuel Macron. Derrière Macronais, ce n'est pas uniquement parler pour ne rien dire, c'est être également duplice. C'est-à-dire dire quelque chose mais faire son contraire. Et ça, c'est quand même très caractéristique que, là pour le coup, deux parties, les deux belligérants de la guerre, ont le même point de vue vis-à-vis du président français. Ça, c'est un élément important. On voit également
que Emmanuel Macron, qui était ces derniers mois président de l'Union européenne, enfin que la France avait la présidence de l'Union européenne, soyons précis, en fait, à partir des élections présidentielles françaises, il s'est quasiment effacé jusqu'à sa fameuse visite médiatique en Ukraine fin juin. Donc, et il a laissé von der Leyen en première président de la Commission européenne. Voilà, président de la Commission européenne, tout à fait, faire de nombreuses déclarations engageant l'Union européenne, alors qu'elle n'est que présidente de la Commission et que normalement elle n'aurait pas un rôle politique aussi important. En tout cas, si les différents chefs d'État ne la laissaient pas faire de cette manière-là. Donc on voit bien que, Emmanuel Macron est peu pris au sérieux par différents dirigeants étrangers. D'ailleurs, il y a eu, on le sait ces derniers jours, il y a également une crise interne aussi ces systèmes diplomatiques français avec la décision de l'exécutif de supprimer le corps des diplomates français. Donc effectivement, Emmanuel Bonne va vraisemblablement, donc le patron de la cellule diplomatique de l'Élysée, selon les informations que j'ai, va vraisemblablement donner la main dans les prochaines semaines. Il va partir de la cellule diplomatique. Donc c'est plein d'éléments qui montrent que les Français vont avoir, alors qu'on est, encore une fois, qu'on a ce siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, on ne va pas pouvoir énormément faire avancer le dossier d'un point de vue diplomatique, aussi parce qu'on envoie des armes auprès des Ukrainiens, que les Russes le savent. Ça ne permet pas à la France d'être dans une posture de médiation. On l'a vu ces derniers mois, Erdogan ou même Bennett, quand il était aux manettes en Israël, ils ont presque essayé de faire davantage d'un point de vue diplomatique, même s'ils n'ont pas non plus réussi à faire grand-chose. Voilà, donc Emmanuel Macron, sur la dernière période, a essayé de pousser son avantage sur la question du blé et des céréales, notamment pour essayer de se faire bien voir des pays non occidentaux, notamment en Afrique, qui ont besoin énormément de ces céréales-là. Mais c'est des postures. Est-ce que ça ira très loin? Je ne pense pas. Écoute, merci beaucoup Marc pour cette passionnante discussion. Quand j'ai lu ton livre, j'ai souvent pensé à la phrase de Natal France qui disait qu'on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et puis merci à vous de nous avoir regardés. Je recommande encore une fois la lecture du livre de Marc qui est sorti il y a un petit mois, aux éditions du Seuil, Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien. Je rappelle également que nous sommes en campagne et que pour atteindre 15 000 abonnés, vous offrir une belle saison 6 aux médias. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou à nous soutenir par un don. D'ici là, bel été à toutes et à tous sur les antennes du Média.